Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Tallé, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du Club Efficience. Didier Ouedraogo, docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Blaise Ndoumbe-Youm, psychothérapeute et chef d'entreprise. Alors, nous parlions juste avant la pause de cette alliance Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Vous vouliez intervenir, Jean-Marie? Oui, alors je voulais dire par rapport à tout ce qui a été relevé, vous voyez, là c'est un jeu de dupes auquel on est en train d'assister. Tout ce monde-là qui se propose comme étant des dirigeants qui vont aux élections, ils sont bien conscients du fait que, à la base, les dés sont pipés, c'est le code électoral qui n'est pas bon. Mais ils l'ont tous validé, ils sont tous d'accord, parce que ça met en place un système dans lequel on peut faire ce qu'on veut, on peut faire comme on veut. Ça veut dire revenir et faire un peu comme Kabila a fait, comme il pourra faire, ainsi de suite, et tout le monde est d'accord. Mais on n'associe pas la population pour mettre en place un véritable code électoral dans lequel la population se reconnaît et reconnaît ses dirigeants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous voyez, ils ont interdit, en tout cas, ils ont refusé que l'Union européenne arrive, soit l'un des observateurs, ils n'ont pris que l'Union africaine, qui, comme disait Ouedraogo, va venir naturellement valider ce qui va en sortir en disant nous avons assisté, nous avons vu. Ça veut dire que nous, on a utilisé une expression tout à l'heure un peu en disant que est-ce que c'est pas de l'aliénation, il y a une aliénation peut-être mentale ou politique ou peut-être psychologique des Africains ou de ces dirigeants africains, c'est pas la population africaine qui nous pèse dessus. Et ça crée des sérieux problèmes. Et vous allez vous apercevoir, vous avez cité tout à l'heure le problème des enjeux. Au-delà des enjeux politiques, économiques, sociaux, de tout ce qui... Il y a les enjeux également de religion. Donc on a vu des religieux se porter comme ceux qui organisent, comme ceux qui mettent la paix, comme ceux qui réorientent. Depuis quand est-ce que les religieux font de la politique? Chacun doit rester dans son couloir. Alors ça veut dire que demain, quand on va se retrouver dans le même foutoir, on va revenir naturellement avec les 40% des chrétiens, les 40% des protestants, et les 10% des kimbanguistes ou les 10% des musulmans, ainsi de suite, ou dire que non, on se positionne pour faire... Et à partir de là, ça veut dire que la population africaine replonge systématiquement dans je ne sais pas comment, dans la misère, dans la paupérisation habituelle. Et pendant ce temps, le coltan, tout ce que vous connaissez comme matière première, sert l'industrie mondiale. Pas simplement européenne, mais d'industrie mondiale. Et on la prend où on les prend? Chez nous. À quel prix? Quand vous entendez que les prix des matières premières ont augmenté, est-ce que vous avez déjà entendu que les matières premières qui viennent de chez nous, les populations ont senti une légère amélioration parce que ça a augmenté partout sur le marché international? Le niveau de vie devrait augmenter aussi chez nous. Vous l'avez déjà entendu quelque part? Jamais. Mais vous êtes là à entendre des hommes politiques africains, vous rédigez des grands discours dans lesquels ils vous disent systématiquement nous n'avons pas fait ci, nous n'avons pas fait ça, parce que le cours des matières premières s'est effondré. Mais quand c'était monté, personne ne le savait. Mais quand il s'est effondré, ça justifie que non, on n'a pas réussi parce que la matière première est ci et ci. Il faut qu'on arrête ça et qu'on grandisse un peu et qu'on laisse comprendre au monde entier que les Africains sont grands. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On passe à d'autres élections, les élections législatives qui vont se tenir le 20 novembre au Togo, et c'est donc dans notre grand angle. Il y a quelques semaines des élections législatives du 20 décembre, l'opposition togolaise continue de dénoncer le processus électoral. La coalition des 14 partis de l'opposition exige la reprise du processus et la recomposition du bureau de la commission électorale jugée inféodé au régime de Lomé. La C14 accuse le pouvoir d'aller à l'encontre des recommandations de la CEDEAO, contexte donc politique très tendu dans lequel l'Église prend de plus en plus position. Marcel Farba-Maroun. Des réformes constitutionnelles et institutionnelles, c'est ce que réclament les évêques au Togo, ce avant les élections législatives prévues le 20 décembre 2018. Il faut dire que cette démarche répond à la feuille de route de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et appelle à des changements dans la manière de gouverner et de pratiquer la politique dans le pays. Il est évident que la tenue des élections sans les réformes qui s'imposent ne résoudra pas le problème togolais. Elle ne fera qu'exacerber les tensions et les violences, quel que soit celui qui sera à la tête de notre nation. Si le système ne change pas, les problèmes à coup sûr ne connaîtront pas de repli. Parmi les réformes à entreprendre figure la recomposition du bureau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exigée par la coalition de l'opposition composée de 14 partis politiques.
L'idéal aurait été qu'on fasse tranquillement ces réformes-là et après on fixe de manière consensuelle de nouvelles dates pour les élections. Mais étant donné les enjeux pour le pouvoir, ils ont tout fait pour que la C14 se fâche et ne participe pas aux élections. Étant donné que les partis politiques sont plus d'une centaine dans le pays, on va trouver certainement des comparses pour aller à ces élections-là et donner un semblant de légalité, mais ça ne résout aucun problème dans le pays. Ce mercredi, le nouveau projet de loi du gouvernement doit être étudié par la commission des lois avant d'être soumis dans les prochains jours aux députés. En rappel, l'opposition parlementaire avait rejeté en septembre 2017 un texte non rétroactif qui permettrait au président Faure Gnassingbé de se représenter en 2020 et en 2025. Alors un véritable bras de fer là aussi entre pouvoir et opposition. L'opposition a appelé à 2 nouvelles journées de manifestation les 29 novembre et également le 1er décembre. Didier Ouedraogo, que risque le pouvoir là en campant toujours sur ses positions? Je crois que le pouvoir ne risque pas grand-chose, malheureusement. Hein. Il ne risque pas grand-chose parce que Faure Gnassingbé a tout à fait il tient le pouvoir. Non seulement il tient le pouvoir, mais d'un point de vue donc, de l'espace africain, il tient aussi ses pairs. Parce qu'il n'y a pas de raison que depuis le blocage politique que nous vivons, avec les intermédiations, les médiations, Akufo, Condé, que personne n'ait pu le faire fléchir. Ce n'est pas normal. Sans compter toutes les mobilisations populaires pendant l'été dernier, de longs mois, jusque dans Paris, on a vu des monstres manifestations de la diaspora togolaise. Et rien n'a fait fléchir Faure Gnassingbé. Ça voudrait dire que soit on repart sur le scénario, je dirais, du bras de fer de 2005, on a vu ça aussi, où il a tiré sur la foule, etc., il a liquidé du monde, parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Quand on pense qu'aujourd'hui même la conférence des évêques intervient, comme disait mon confrère Talé ici tout à l'heure, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau tel de non-dialogue dans la société que maintenant tout le monde devient médiateur, tout le monde offre ses services pour qu'on arrive à quelque chose. Alors qu'en réalité, il n'est plus question. La question, elle est politique. Et quand je regarde même la diaspora togolaise, elle s'est constituée dans le monde entier dans une organisation qui s'appelle Kodi Togo. Cette organisation, elle est terriblement forte parce qu'ils ont quand même, malgré les différentes dissensions qui existent, ils ont pu se coaliser pour faire une espèce donc de... Une opposition véritablement structurée autour d'un mot d'ordre, oui, autour d'un mot d'ordre, donc le départ et le respect surtout de la Constitution de 92. Le retour. Oui. Le retour à la Constitution de 92. Donc toutes ces choses-là sont posées. Oui, sauf que ce que dit Ouedraogo est extrêmement intéressant, mais cette opposition-là qui est constituée par des opposants de l'étranger, elle n'est valable qu'à l'étranger, elle n'a de la puissance qu'à l'étranger, il n'arrive pas à peser localement, réellement. Et vous avez touché tout à l'heure le fait qu'on voit dans le reportage que les hommes d'église vont arriver. Mais depuis quand Dieu préside les commissions électorales? Il faut arrêter les conneries. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait que on descende un petit peu de l'arrogance, on descende un petit peu de l'ego, on descende un petit peu de l'insulte permanente, comme ce que fait aujourd'hui le président Faure Gnassingbé depuis 2006. Les accords qui ont été signés par la CEDEAO, dans lesquels il y avait tous les principes pour mener la paix, non seulement pour rendre au Togo une république véritablement démocratique, si on appliquait un minimum, n'ont jamais été respectés. Ils se courent au-dessus en prenant la souveraineté de l'État togolais devant la CEDEAO. Et mes personnes, malgré toutes les commissions qu'il met en place, le but de ces commissions, c'est simplement fourvoyer un peu la population et essayer de pervertir un peu au maximum. Quand on entend que l'opposition s'est retirée, naturellement, ils attendaient à ce que l'opposition se retire. Parce que tout est fait pour tout est mis en place pour qu'à chaque fois, l'opposition soit se retire ou refuse de venir à une commission ou refuse d'adhérer. On crée des commissions bidons, on met des circonstances qui ne favorisent pas la négociation, la discussion, le dialogue, et on se plaint que, vous voyez, c'est l'opposition qui veut ci, qui veut ça. Non, il est clair et établi que Faure veut rester au pouvoir de manière définitive avec son clan, avec sa bande. Ça, c'est une évidence. Il le fait voir, comme la plupart, on l'a vu dans certains pays d'Afrique, pas très loin d'Afrique centrale d'ailleurs, on le voit. Donc, à partir de ce moment-là, il appartient à cette opposition
tous ces 14 partis qui sont tout autour, de ce que nous reprochons à RDC, mais de s'organiser pour avoir un seul véritable candidat qui repose d'abord sur le peuple togolais et qui surtout met en avant les accords de la CEDEAO. Ce qu'on a fait, les accords de politique globale qu'ils ont signés au niveau de la CEDEAO 2006, revu 31 juillet, je crois, 2018, il faudrait qu'à partir de ce moment-là, qu'on ait un seul individu qui peut faire face. Mais on part déjà sur plusieurs individus et ça pose un problème. On a presque l'impression de se répéter à chaque fois qu'on parle des élections en Afrique noire en particulier. J'aime différencier les Afriques, non pas pour les hiérarchiser, mais parce qu'elles n'ont pas les mêmes bases culturelles. On retrouve en Afrique noire cet ego qu'ont nos leaders de conserver le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Le nom Nyansimbe nous dit beaucoup de choses quand même. Il revient de très loin, après Olympio, on arrive à Nyansimbe, et on n'a que du Nyansimbe depuis, comme on aurait du Bongo ailleurs, etc. Alors le mal de l'Afrique, c'est aussi ça, c'est le surégo. On ne peut plus parler d'ego. On a un individu qui ne pense pas à son pays, tout simplement qu'à lui. Et ne pensant qu'à lui, il s'organise pour que la Constitution soit son habit. Il le fait sur mesure. Il la construit sur les mesures de ce qu'il veut. Quoi qu'on en dise à l'extérieur, quelles que soient les commissions, quelles que soient les pressions qu'il recevrait, il s'arrange à ce que cette Constitution soit à sa mesure. Du coup, quelque opposition qu'il aurait en face, il a les moyens encore de la déstabiliser en créant une opposition factice. Oui. Alors, bien sûr, on voit que l'opposition a une marge de manœuvre de plus en plus limitée. Alors, cette opposition a décidé de boycotter les élections législatives. Alors, en soi, bien sûr, c'est un acte politique. Mais tout était fait pour ça. Alors, mais dans le contexte actuel, est-ce que l'opposition a eu raison de procéder à ce boycott? Alors, la politique de la chaise vide est une technique que les autocrates apprécient beaucoup. Ils apprécient beaucoup, ils l'aiment. Ils font tout pour ça, d'ailleurs. Parce qu'ils légalisent une opposition factice et mettent en marge la vraie opposition. Et on la connaît, cette technique-là. Il reviendra si le peuple togolais, Ouedraogo l'a dit tout à l'heure, Didier nous dit depuis 2006 pratiquement, il a des pressions, il y a des commissions. La CEDEAO d'ailleurs est un organisme assez puissant qui a agi en Gambie. On l'a vu en Gambie. Donc c'est pas n'importe quoi la CEDEAO. Et autour du Togo, le Bénin est un exemple de démocratie quand même, où les choses se passent relativement bien. Le Sénégal en est un. La Gambie, on a forcé, et d'autres pays de la CEDEAO se soumettent quand même à ce que la CEDEAO décide, parce que militairement, elle est aussi capable d'aller faire. Alors pourquoi au Togo les choses ne changent pas? C'est une grande question pour moi. Est-ce que cette opposition aura la force nécessaire de tenir? Et si elle se met en marge, il est à coup sûr qu'il y aura quelques députés d'une fameuse opposition factice qui légaliseront ce schéma actuel, et on continuera comme on a toujours continué, malheureusement. Moi, j'ajouterais deux éléments. Le premier, c'est la question des oppositions africaines. Très honnêtement, quand on voit l'opposition togolaise, c'est vrai qu'elle regorge donc de figures emblématiques de la résistance. Il y a des gens valables. Mais en même temps, aucune opposition politique ne peut arriver si elle n'entraîne pas réellement l'adhésion du peuple derrière. Mais est-ce que ce n'est pas le cas là avec l'opposition togolaise? On l'a vu de manière assez massive quand même sur le Togo. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la pression ayant été exercée sur cette opposition, qui se trouve en fait déportée en dehors des élections, puisque de toute façon elle est obligée maintenant de ne pas y aller, parce que les règles ne sont pas là. Donc la CENI qui ne serait pas indépendante. Exactement. Elle va se mettre de côté. Une fois qu'elle se sera mise de côté, il va rester un peuple en fait orphelin. C'est-à-dire que ce peuple-là qui a suivi, qui a eu espoir, ne pourra plus de toute façon compter sur quelqu'un. Donc l'opposition devrait aller aux élections législatives? C'est la question. C'est-à-dire que c'est tellement tenu de dire ils y vont alors que les règles du jeu ne sont pas claires, sont déjà ficelées. Ils y vont pas, ils se font battre quand même. Ça veut dire quoi? La solution, elle est la suivante. La première et la seconde alternative ne sont pas bonnes. Il faut un troisième terme. Tu sais quoi le troisième terme? Pour moi, le troisième terme,
c'est une organisation solide du peuple. Très honnêtement. Parce que dans le fond, je regarde un peu le Togo à côté du Burkina Faso. Le Burkina Faso, franchement, en 2014, là, ce n'est pas seulement les oppositions qui ont eu raison de Blaise Compaoré. Hein. C'est un peuple. Hein. Et au-delà donc des partis politiques, eux-mêmes ont été dépassés. Les oppositions ont été dépassées par la marée du peuple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il faut que ça se solde quelque part. Mais si on continue donc de rester dans la règle du jeu, je dis bien la règle du jeu, elle est mauvaise cette règle. Elle ne correspond à rien. Donc il faut en sortir. Alors on va continuer d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.